Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce Trésor au Bénin. Voici le sommaire. Vous avez les yeux rouges et parfois purulents, une forte démangeaison et une sensation de brûlure. Il s'agit bien de la conjonctivite, plus communément appelée Apollo au Bénin. Cette affection des yeux devient de plus en plus fréquente en cette période d'harmattan. Les explications des professionnels de la santé sur les causes et les modes de traitement et de prévention sont à suivre dans un instant. Et puis ensuite, la 28e conférence des partis sur le climat de l'ONU qui a débuté le 30 novembre dernier s'est achevée ce 12 décembre. Cette conférence qui réunit les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ainsi que les acteurs et actrices du climat s'est tenue à Dubaï aux Émirats arabes unis. Nous vous proposons dans un instant le résumé des échanges et la nature des engagements de la COP 28. Et puis enfin, lancement officiel du Hajj édition 2024 par le ministre des Affaires étrangères. Le Hajj est l'un des piliers essentiels de la foi musulmane, notamment le cinquième pilier de l'islam. Cette année, les frais de participation n'ont pas varié et s'élèvent à 3 500 000 francs CFA et le quota retenu pour le Bénin est de 2300 pèlerins. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Justement, nous parlons santé. Vous allez suivre tout à l'heure les explications des professionnels de la santé sur les causes, les modes de traitement et de prévention, bien entendu, de la conjonctivite plus communément appelée Apollo. Vous avez les yeux rouges et parfois purulents, une forte démangeaison et une sensation de brûlure. Il s'agit bien de la conjonctivite, plus communément appelée, je le rappelle, Apollo Bénin. Cette affection des yeux devient de plus en plus fréquente en cette période d'harmattan. Je vous invite donc à suivre ici les explications des professionnels de la santé. Il y a deux types pour moi d'Apollo. Il y a d'abord une Apollo, enfin une cause bactérienne, comme on a le rhume, comme on a la sinusite, comme on a l'otite. C'est-à-dire que dès qu'on a beaucoup de germes qui circulent sur la sphère ORL, et parfois on en a qui se mettent dans l'œil, puisque c'est quand même une vitrine, enfin une porte d'entrée. Donc il faut savoir qu'effectivement, il y a les causes bactériennes. Dans ces cas, ça donne même des yeux qui sont un peu purulents, enfin le collé avec du pu. Il y a une saison qui favorise l'Apollo, c'est l'harmattan. Donc ça reste assez saisonnier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le vent de l'harmattan est chargé en poussière de sable, donc très irritatif. Et d'ailleurs, quand il y a l'harmattan, on a aussi un peu le nez qui pique, la gorge qui est sèche. Et en fait, c'est pareil, ça fait la même chose sur les muqueuses. Et là, ça favorise largement les infections par les bactéries. D'accord ? Donc, c'est pas que l'harmattan provoque une Apollo, mais l'harmattan étant un vent irritatif qui abîme un peu les muqueuses, facilement, on peut se retrouver avec Apollo derrière. Il y a aussi un truc qui est super pour l'Apollo, a fortiori au moment de l'harmattan, c'est quand on rentre dans sa voiture et qu'on allume la climatisation ou la ventilation. Et là, à ce moment-là, on se prend une espèce de bolus de germes, de poussière, de trucs qui vont jouer un peu le rôle de l'harmattan, vous abîmez les yeux et vous donnez Apollo le soir même. Comme seconde cause de conjonctivite, on peut évoquer les causes virales quand ce sont des virus. Et nous avons aussi les causes allergiques quand les personnes ont souvent des allergies, des terrains atopiques, comme on dit dans notre jargon. Ce sont des personnes qui sont souvent susceptibles de faire beaucoup d'allergies. Ces personnes-là aussi peuvent présenter ce qu'on appellera des conjonctivites allergiques. Et dans ces cas, généralement, on n'a pas de pus, on a juste un œil qui est un peu rouge et qui gratte beaucoup. La conjonctivite allergique, elle n'est pas contagieuse. La conjonctivite virale, par contre, qui est due à un virus, elle peut être contagieuse si on ne fait pas attention, on ne prend pas certaines précautions. Les modes de transmission, ça va être essentiellement les mains contaminées, donc il faut beaucoup se laver les mains. Le contact avec les yeux, il y a des personnes qui tout le temps mettent leurs mains ou leurs doigts sur les yeux pour gratter, c'est vraiment pas recommandé, il ne faut pas le faire. Il faut régulièrement donc se laver les mains. Il y a aussi le contact de personne à personne. Quand vous faites un câlin, vous embrassez quelqu'un, ou si vous allez vous coucher sur l'oreiller d'une personne qui était contaminée, il y a par ce moyen-là également, vous pouvez attraper une conjonctivite.
Et sur le même sujet, l'Apollo se traite en fonction du type dont souffre le patient. Les professionnels de la santé reviennent ici sur les modes de traitement et de prévention de la conjonctivite. Elle intervient au micro de Esther Toufa, Rachida Agossa. Alors, la conjonctivite bactérienne, c'est donc des bactéries. Ce sera un traitement local avec des gouttes antibiotiques. La conjonctivite virale, généralement, si elle n'est pas surinfectée, c'est-à-dire que la conjonctivite a évolué et un germe bactérien s'est rajouté dessus, si c'est tout simplement viral, on va juste utiliser des larmes physiologiques qu'on trouve facilement en pharmacie. Et enfin, pour les conjonctivites allergiques, on va aller plutôt sur des collyres antihistaminiques. Antihistaminiques, les gens qui ont des allergies savent un peu ce que ce mot veut dire. Ce sont des collyres qui vont aider à réduire la sensation de grattage, de prurite. Des fois, il peut arriver que dans la conjonctivite bactérienne, il y a aussi un grattage important. Ça peut arriver. En plus du fait que l'œil soit rouge, il brûle un peu, il fait mal, il est larmoyant, il donne aussi envie de le gratter. Dans ce cas-là, en plus du collier antibiotique ou de la crème, de la pommade, ophtalmique antibiotique, on pourra ajouter des gouttes antihistaminiques pour réduire un peu le grattage. On ne peut pas éviter l'harmattan. L'harmattan est là, on ne peut rien y faire. Mais ce qu'on peut faire au moins, on peut toujours se laver les mains. L'hygiène des mains, toujours et en tout temps, on peut se laver les mains, on peut aérer sa voiture, son environnement, parce que en fait, c'est la concentration de germes aussi qui favorise qu'il y ait cette pose à sous les yeux. On peut mettre des lunettes de soleil pour les personnes qui le peuvent. Les gens comme moi qui ont des lunettes médicales, nous on est exclus d'emblée, mais je pense que ça nous aide aussi un peu, ça nous protège. Et pourquoi pas, les soirs, utiliser des lames physiologiques pour se nettoyer les yeux, ça ne gêne en rien, ça ne va pas causer de tort. En ce qui concerne le traitement par antibiotiques, en tant que soignants, nous sommes obligés de rappeler à tous les gens à qui on est prescrit qu'on est prescrit pour une durée donnée. Quand c'est un antihistaminique, quand c'est un antiviral, c'est-à-dire des larmes, c'est tant qu'on a le signe. Si on vous donne un traitement antibiotique, même local, alors parce que c'est un traitement antibiotique, il faut respecter les posologies et la durée. Ça contribue à tous les efforts que nous menons pour éviter ce qu'on appelle l'antibiorésistance. Et donc, par là même aussi, j'en appelle tout le monde à éviter l'automédication. Parce que sinon, après, on ne va plus pouvoir traiter les conjonctivites, même les plus basiques. Et bien voilà, parlons à présent de cette conférence des partis sur le climat, la COP 28 qui a débuté le 30 novembre dernier et qui s'est donc achevée, bien entendu, ce 12 décembre. Cette conférence qui réunit les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ainsi que les acteurs du climat s'est tenue à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Les discussions ont porté entre autres sur l'atteinte d'un objectif mondial de financement qui aiderait à financer les efforts des pays en développement dans la lutte contre le changement climatique. Suivez dans ce récit le compte rendu des discussions de cette conférence. Dernière ligne droite pour la COP28. Les négociations pour tenter de limiter le réchauffement climatique s'achèvent ce mardi. La 28e conférence des Nations Unies sur le climat qui s'est ouverte ce jeudi 30 novembre a statué sur différents points. Lors de la première journée, les pays ont fait le bilan de leurs engagements depuis la signature de l'accord de Paris en 2015 pour tenter de limiter le réchauffement climatique. Il a été aussi approuvé par l'ensemble des représentants d'État la mise en œuvre d'un fonds destiné à compenser les pertes et dommages des pays vulnérables face aux désastres climatiques, alors qu'ils sont historiquement les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre. Pour la première fois, une journée a été dédiée aux conséquences du réchauffement sur la santé humaine. Les discussions concernant la santé humaine ont pour objectif d'évaluer les conséquences sanitaires du réchauffement et de promouvoir des systèmes de santé résilients qui ne laissent personne de côté. Le nucléaire est l'un des grands enjeux de ce sommet mondial sur le climat. Une vingtaine de pays, dont les États-Unis, la France et les Émirats arabes unis, ont appelé dans une déclaration commune à tripler les capacités de l'énergie nucléaire dans le monde d'ici à 2050 par rapport à 2020 pour réduire la dépendance au charbon et au gaz.
Un engagement non contraignant à tripler les capacités d'énergie renouvelable dans le monde d'ici à 2030 a été signé par au moins 118 pays. À 4 jours du dénouement officiel ce mardi 12 décembre, les délégués du monde entier ont négocié ce vendredi l'avenue du pétrole, du gaz et du charbon, tentant de façonner un compromis entre l'impératif scientifique de sortie des énergies fossiles et le nécessaire développement économique des pays émergents. Un projet de thèse rendu public ce lundi par la présidence émirati appelle notamment à la réduction à la fois de la consommation et de la production des énergies fossiles. L'objectif de cette dernière journée est de parvenir à trouver un compromis face au blocage des pays producteurs ou exportateurs de pétrole. L'accord final de la COP28 doit être en principe adopté ce mardi, mais le projet d'accord final proposé est loin de faire l'unanimité. Lancement officiel du Hajj édition 2024 par le ministre des Affaires étrangères. Le Hajj étant l'un des piliers essentiels de la foi musulmane, notamment le 5e pilier de l'islam. Pour cette année, il faut retenir que les frais de participation n'ont pas varié et s'élèvent à 3 500 000 francs CFA. Et le quota retenu pour le Bénin est de 2300 pèlerins, contrairement à celui de 2023 qui était à moins de 3000 pèlerins. La cérémonie de lancement des préparatifs du Hajj 2024 s'est déroulée ce mardi dans la salle Fleuve Jaune en présence du ministre de la Santé et de celui de l'Intérieur, de la Sécurité publique. Reportage. Face aux membres de l'Union islamique du Bénin et des représentants des sociétés agréées, le ministre des Affaires étrangères, avec à ses côtés ses collègues de la Santé et de la Sécurité publique, lance officiellement le Hajj édition 2024. Les préparatifs de cette nouvelle saison du pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite sont ainsi lancés quelques mois à l'avance en vue d'une parfaite organisation de ce 5e pilier de l'islam. En ce qui concerne l'édition 2024, nous pouvons d'ores et déjà vous informer de ce qui suit. 49 sociétés détiennent l'agrément pour fournir les prestations d'assistance aux pèlerins. Le quota alloué au Bénin par l'Arabie Saoudite est de 4 600. Le quota réaliste que le Bénin s'est fixé et qu'il a annoncé aux autorités saoudiennes est de 2 300. La date de fin d'exécution de tous les contrats sur la plateforme saoudienne est fixée au 25 février 2024. La délivrance des visas par l'Arabie Saoudite démarre le 1er mars 2024. Chaque société agréée a déjà été invitée à retirer la convention d'exploitation qu'elle devra signer et qui constitue un engagement au respect du cahier des charges. La mission itinérante de délivrance des passeports aux candidats se déroulera du 14 décembre au 13 janvier 2024. Les frais de participation au Hajj 2024 n'ont pas changé. Tout comme en 2023, le gouvernement a décidé de maintenir le prix à 3 500 000 francs CFA aux pèlerins béninois qui veulent y prendre part. Et toutes les dispositions sont en train d'être prises pour leur faciliter le voyage et l'hébergement en Arabie Saoudite. Les insuffisances que nous avons eu à constater l'année dernière et les années précédentes, nous allons essayer ensemble, avec vous, avec nos compatriotes aussi pèlerins, de les corriger cette année pour que la réalisation de ce pilier essentiel de leur foi puisse être un succès pour eux, mais aussi un succès pour notre pays, parce que c'est l'image du Bénin que nous projetons là-bas. Ainsi, 2300 personnes sont autorisées à s'inscrire pour le Hajj 2024 au Bénin. Un chiffre en baisse par rapport à l'année écoulée qui permettra, selon le ministre des Affaires étrangères, de bien contrôler ce nombre et d'assurer sa sécurité. Notre ambition, c'est de faire en sorte que très tôt, bien en amont, nous puissions atteindre ce quota. Et si nous avons atteint ce quota, ce sera avec plaisir que nous, autorités responsables ministérielles, nous ferons tout pour rouvrir le quota et avoir des places supplémentaires avec les autorités saoudiennes. La date limite d'inscription sur la plateforme saoudienne est fixée au 25 février. Nous avons ensemble, après plusieurs concertations ici, décidé que la date limite d'inscription chez nous serait le 15 février. C'est donc parti pour la saison 2024 du pèlerinage à la Mecque. Chaque partie prenante doit à cet effet prendre conscience de la responsabilité qui est la sienne en vue d'assurer à tous les futurs pèlerins un meilleur accomplissement du Hajj.
Ensuite, à la fin du lancement officiel du Hajj par le ministre des Affaires étrangères, quelques acteurs, notamment les responsables des sociétés agréées, ont livré leurs impressions. Je vous invite à le suivre. Je commence d'abord par saluer le chef de l'État pour vraiment tout ce qu'il fait pour le Hajj. Le prix, il faut le remercier pour ça. C'est vrai, il y a 30 500 de différence. C'est pas grave. Nous sommes émus que le lancement du Hajj soit officiel et de sitôt. Mes impressions sont bonnes, mais il faut appliquer tout ce qu'on a dit. Parce que là-bas, c'est le terrain qui commande et nous sommes sur le terrain. Il faut que les sociétés agréées prennent leurs responsabilités. L'Union islamique, on est là pour accompagner. Si on veut, on voit que ça ne va pas, on remet les pendules à zéro pour recommencer. Parce que le président de la République et son gouvernement, ils sont prêts à accompagner la communauté musulmane. Pourquoi on va les décourager? Je remercie d'abord le gouvernement, qui ne remercie pas l'homme, ne peut jamais remercier Dieu. Vous savez, il faut dire la vérité. Il faut remercier le président Talon et son gouvernement. Ils ont fait des efforts depuis qu'il est venu pour remettre le pèlerinage à l'ordre. C'est salutaire parce qu'on dit qu'il veut aller loin, aménage sa monture. Nous capitalisons déjà 10 ans d'expérience dans ce domaine. C'est vrai de par le passé, les réformes que nous observons aujourd'hui n'étaient pas connues dans le domaine. Mais aujourd'hui, avec l'implication du gouvernement pour mieux faire, je crois que, comme je l'ai dit tantôt, c'est salutaire. Il faut reconnaître aussi que c'est salutaire dans ce sens que partout dans la sous-région, nous avons observé l'augmentation du prix du Hajj. Mais à entendre le ministre des Affaires étrangères, nous allons rester constants. Ça va être le même prix que l'année dernière. Donc c'est vraiment très bien. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'éclairer plus encore nos autorités et de nous assister afin qu'ensemble, n'est-ce pas, nous puissions aboutir à une bonne organisation du Hajj qui est un des 5 piliers de l'islam, donc très important dans la vie d'un musulman. Dans la suite de cette édition, les cadres du ministère de la décentralisation de la gouvernance locale se sont retrouvés ce mardi avec les partenaires techniques et financiers du secteur pour un exercice d'évaluation. Il s'agit de la revue sectorielle conjointe au titre des années 2021-2022. Les travaux se sont déroulés au Palais des Congrès de Cotonou en présence du ministre de la décentralisation. Voici le compte rendu. Le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale et ses partenaires techniques et financiers évaluent la performance du ministère au titre de l'exercice budgétaire 2021-2022. Le tableau de réalisation affiché ici présente des avancées dans le secteur. À titre d'exemple, le taux d'exécution moyen du plan de développement communal 3e génération est de 62% en 2022. Pour le compte de l'année 2021, environ 70 communes ont enregistré l'augmentation de leurs ressources propres et 42 communes en 2022. À ces chiffres s'ajoute l'amélioration du taux d'encadrement dans la mairie grâce à la qualité des ressources humaines. Des résultats appréciés par la chef de file des partenaires techniques et financiers. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, je voudrais saluer votre leadership dans la coordination de la mise en œuvre de ces points d'attention. Les partenaires techniques et financiers réaffirment leur engagement à œuvrer aux côtés du gouvernement béninois pour l'amélioration de la gouvernance territoriale, gage du bien-être des populations locales. Les travaux de cette revue sectorielle se tiennent dans le cadre du dialogue sectoriel avec les différentes parties prenantes. Le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale tient ses engagements vis-à-vis de ses partenaires. La session se tient dans un contexte marqué par la mise en œuvre de la réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation. Mesdames et Messieurs, chers participants, je voudrais le réaffirmer ici, avec force et conviction, que les réformes engagées dans notre pays depuis 2021 vise la modernisation des modes d'intervention de l'État en vue d'une efficacité pour la cohésion nationale et le rayonnement économique équilibré de nos territoires.
Ces réformes ont introduit un changement important dans l'organisation institutionnelle et sociale de notre pays, dans le but d'apporter des améliorations significatives à chaque Béninois, afin de ne laisser personne de côté d'ici à l'horizon 2030. En termes de recommandations, les partenaires techniques et financiers suggèrent aux autorités de rendre opérationnel le volet déconcentration à travers les documents de politique du secteur au fin d'améliorer la gouvernance de la réforme en phase avec les enjeux actuels. Ils souhaitent également la poursuite de manière substantielle le transfert financier aux communes à travers les fonds FADEC. Dans la quête. C'est un grand pas que vient de poser le groupe Sounou Assurance dans l'univers des assurances nationales et internationales avec le lancement de son nouveau joyau, MySounou. Sounou se réinvente à travers cette application qui permet de souscrire aux services Click-Auto et Futuris. À ces services qui rehaussent la qualité des produits du groupe sont liés une panoplie d'avantages. MySounou est une plateforme qui offre aux clients un contrôle sur son contrat d'assurance. Il permet aussi bien de souscrire en ligne à un contrat d'assurance que d'y rattacher ses polices existantes et de les gérer. Tout ceci en ligne ou via application mobile, donc sans se déplacer. Il s'agit d'un livrable issu du vaste programme de digitalisation et d'amélioration de l'expérience client qui a été initié par le groupe Sounou depuis quelques temps. Présent dans 17 pays d'Afrique subsaharienne, le groupe Sounou Assurance comptabilise déjà 25 ans d'expérience. Elle compte 35 sociétés d'assurance et désormais 2 banques. Le Bénin est le deuxième pays après la Côte d'Ivoire à accueillir l'assurance 100% digitale MySounou. La seule application interconnectée avec la plateforme Sécurroute lancée par le gouvernement pour la sécurité et le contrôle rapide sur les routes. C'est le lieu de féliciter les responsables à divers niveaux du groupe Sounou pour cette noble initiative qui honore le secteur de l'assurance au Bénin. Le marché de l'assurance, qui a entamé la réflexion pour permettre aux assurés d'être plus proches de leurs assureurs, mettra le pas dans les pas de Sounou afin qu'à l'horizon 2024, le circuit client du secteur de l'assurance soit entièrement digitalisé et mis aux normes de la modernité. L'autre innovation qui s'ajoute au panier des offres que Sounou Assurance Bénin offre à ses partenaires, c'est le service client Bénin 7405. Grâce à ce service, Sounou est plus que jamais proche et à l'écoute de ses partenaires. Aujourd'hui, c'est non seulement le lancement de MySounou, mais c'est le lancement d'un numéro qu'il faut garder désormais qu'on appelle 7405, qui vous permet à tout moment d'avoir quelqu'un au bout de lui qui vous prend en charge de bout en bout et qui vous garantit que le problème, la proposition, le service que vous souhaitez vous soit offert dans un délai rapide. MySounou est disponible sur Google Play et Apple Store. Avec MySounou, gérez désormais vos opérations sans vous déplacer et en toute sécurité. Quelques soucis techniques, vous l'avez remarqué, dans la suite de cette édition à présent, améliorer de manière durable la productivité des filières agricoles et les revenus des exploitations agricoles familiales dans les communes du pôle 4. C'est le principal objectif du projet d'appui au développement des investissements agricoles productifs officiellement lancé. La cérémonie de lancement couplée avec l'installation des membres du comité de pilotage s'est déroulée à Parakou, plus précisément au siège de la Fédération nationale des acheteurs des produits agricoles et tropicaux du Bénin. Voici le compte rendu. La troisième composante. À travers une présentation détaillée, le coordonnateur du projet Bertin Tamignon a exposé les objectifs, stratégies d'intervention, le groupe cible, ainsi que la source de financement du PADIAP.
Un projet de 24 milliards de francs CFA prévu pour durer 5 ans, de 2023 à 2028, et qui vise à améliorer de manière durable la productivité des filières agricoles et les revenus des exploitations agricoles familiales dans les communes du pôle 4. Monsieur le Président de la Chambre nationale d'agriculture, et à travers vous, toutes les organisations professionnelles agricoles ici dans cette salle, en vérité, c'est votre fête. En vérité, c'est votre affaire. Car de tout temps, on dit, n'avons pas les moyens, n'avons pas trouvé le financement, n'avons pas trouvé l'accompagnement nécessaire. C'est de l'accompagnement en série et à gogo ici maintenant. Il est question de comprendre la méthode d'application de cette facilité et de s'inscrire dedans. Reparti en 4 composantes, le PADIAP intervient dans le pôle de développement agricole 4, un large territoire qui couvre 16 communes dans 4 départements que sont le Borgou, la Donga, le Zou et les Collines. C'est un grand jour pour la municipalité de Parakou, pour son intégration dans la zone d'intervention du PADIAC. Ma joie est d'autant plus grande que c'est Parakou qui abrite ce jour la cérémonie de lancement de ce nouveau projet qui vient combler nos attentes, surtout dans le secteur particulier qu'est l'agriculture. Je voudrais, au nom de mes collègues des autres départements et au mien propre, prendre l'engagement d'apporter tout l'appui nécessaire pour la mise en œuvre efficace et efficiente du PADIAP. À l'arrivée, le projet attend que les acteurs et les actrices de la production et de la transformation des filières agricoles et pastorales et leurs organisations aient accès à des infrastructures, des équipements et à des aménagements structurants, résilients, sécurisés sur le plan foncier, mis en valeur et gérés de manière pérenne. PADIAP est un projet ambitieux par la surface, on a parlé des 16 communes, mais peut-être plus pour l'AFD parce qu'il cherche vraiment à toucher l'ensemble des acteurs de l'investissement agricole du pôle de développement 4. C'est donc avec fierté que l'Union européenne se joint dans ce contexte et dans cette dynamique. En procédant à l'installation des membres du comité de pilotage du projet, le ministre de l'Agriculture les a mis en garde sur l'obligation de réussir la mission à eux confiée. Et c'est la fin de cette édition, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. Retrouvez votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et surtout à très bientôt.